à tous, mesdames, messieurs. Tout un plaisir de vous savoir fidèle au poste. Encore un an, ce sera la fin du mandat de Patrice Talon. À l'heure du bilan, le monde des médias apparaît, mesdames, messieurs, comme le parent pauvre des nombreux chantiers ouverts et des réformes enclenchées. Suspension et fermeture d'organes de presse, refus de renouvellement de conventions, conditionnement supposé d'articles de presse, emprisonnement de journalistes. Il n'est pas chose aisée d'être journaliste libre de ses opinions, ont trop tôt conclu nombre d'observateurs. Une thèse confrontée aux premières heures de la gouvernance Talon par le rapport 2016 de RSF. Ceux des années suivantes n'auront non plus été en faveur du régime. Pire, celui de 2020 fait passer le Bénin de la 96e place à la 113e sur 180 pays évalués. Pourtant, ce n'est pas la volonté de conférer au quatrième pouvoir toute sa place et surtout son indépendance qui a manqué à l'actuel locataire du palais de la Marina, bien entendu, entre-temps candidat. En 4 du régime Talon, le nouveau rapport accablant de RSF. Une responsabilité partagée ou des seuls gouvernants. Nous allons donc au-delà des faits rapprocher et reprocher. Voilà l'instant analyse, ce sera avec Marcel Zoumeno, journaliste analyste. Il est secrétaire général de l'ODEM, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Et c'est beaucoup plus avec cette casquette qu'il interviendra ce jour-ci. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. En face de vous, monsieur Kotovi Ametono, journaliste, analyste, l'homme de la revue de presse de tout à l'heure nous accompagnera avec son profil d'homme de médias, donc sachant de la question pour cet instant analyse. Kotovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Etoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Merci pour la complicité. Classement mondial de la liberté de presse, rapport 2020. Le Bénin, pratiquement dans la zone rouge. De la 96e place, il est passé désormais à la 113e sur les 180 pays évalués. Marcel Zoumeno, comment la nouvelle a été accueillie au niveau de l'ODEM? Je voulais clarifier. C'est vrai, j'interviens en tant que secrétaire général de l'ODEM, mais je n'ai pas été mandaté. Vous savez que l'invitation, je l'ai eu pour cette émission, je l'ai eu hier. Et vous savez qu'avec la pandémie, on n'a pas encore... les administrations ne fonctionnent pas comme... Cela se doit. Mais j'interviens en qualité de secrétaire de l'ODEM, non mandaté par le reste du bureau. On est curieux de le savoir. Oui. Vous avez pu échanger au moins avec le président ou pas encore? Oui, aujourd'hui, brièvement, on s'est vu tout à l'heure à la HAC, on a échangé brièvement sur ce sujet, même si on n'a pas réussi à harmoniser nos points de vue sur... Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été surpris. Avant d'évoluer avec vous, vous permettez une fois encore, et le président, lui, il a été surpris pour les échanges que vous avez pu avoir. C'est un peu embarrassé. Allez-y, alors. En parler ici. Alors, moi, je n'ai pas été surpris. Vous savez, je fais partie depuis 3 ou 4 ans de ceux qui répondent aux questionnaires du RSF. Et chaque année, vous envoie ici un certain nombre de personnes à qui ils envoient un questionnaire. Et c'est sur la base, je crois bien, des réponses qu'ils arrivent à faire le classement. Et je peux vous dire que, contrairement à ce que beaucoup d'autres confrères disent, c'est pas des classements qui viennent ex nihilo. C'est pas que les gens de Reporters sans frontières restent dans les 4 coins, entre les 4 murs de leur soldat pour produire le classement. Je crois qu'ils tiennent compte des éléments factuels, mais ils tiennent compte aussi des réponses que leur envoient les acteurs de la corporation sur place. Et donc, normalement, un journaliste qui a suivi l'actualité de notre corporation ne devait pas être surpris. Et nous savons que les indices forts qui ont milité en faveur de ce classement, nous les savons. Fermeture. On reviendra sur cet indice. Vous permettez, je vais recueillir rapidement l'avis de votre vis-à-vis. Kotovi Ametono, votre vis-à-vis secrétaire général de l'ODEM, professionnel du milieu en plus, dit qu'on ne doit pas être surpris. Je vous pose la question autrement, peut-être que vous n'êtes pas surpris non plus, s'il parle des faits, mais alors, perdre 17 places, ça crée quand même la surprise, non? Ça fait pas de trop?
Bon, je ne sais pas si c'est la place que nous occupons qui vous dérange ou le classement en réalité, parce qu'on ne mérite que ce que l'on a semé, donc en termes de récolte. Donc de ce point de vue, moi je rejoins un peu Marcel dans sa lecture de la chose quand on voit un peu le paysage médiatique aujourd'hui où les couleurs ont été annoncées depuis 2016 avec la suspension des contrats avec les organes de presse dans un premier temps, puis la rupture également avec les points focaux que constituaient les cellules de communication des ministères et autres. Et maintenant, tout ce qui a suivi, et quand on fait un peu un recul pour apprécier un peu ce que le candidat Patrice Talon disait quand même de la presse en son temps, bon, on se demande véritablement s'il n'y a pas un contraste. C'est ce même contraste qui, de 2016 à aujourd'hui, a produit donc ses fruits. Et Lamine Cissé a écrit un roman là-dessus, je veux vous renvoyer à cela. Il faut plutôt vous interroger sur les effets des causes cachées de ce classement. Les effets des causes cachées de ce classement. Oui, on y revient tout de suite maintenant. Mais déjà, au premier plan, RSF a pointé du doigt le rapport de l'exécutif avec les organes en général. Et quand on prend ce palier, Marcel Zoumenou, vous pensez qu'il y a eu de l'objectivité dans ce type de rapport lorsqu'on voit quand même qu'il y a de ces journalistes qui applaudissent à la limite ce qui se fait. Et en termes de rapport avec l'exécutif, c'est la pluie et le beau temps. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu nuancer? Là, j'en appelle quand même à la casquette du secrétaire. Nuancer du côté des acteurs des médias ou bien non, du côté du côté de RSF. Bon. De ce qu'on parle de rapport. Je crois que oui. il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si vous souffrez d'une maladie et vous n'en parlez pas à vos amis, à vos frères, vous allez en mourir. Il faut qu'on ait le courage, acteurs des médias, de dire les maladies dont nous souffrons. Mais regardez aujourd'hui le visage global que la presse béninoise présente à l'extérieur du Bénin. Je ne sais pas si c'est ici, j'ai dit une fois que je me suis retrouvé dans un séminaire à Dakar. Et dans une partie des activités à faire, on devait analyser les unes des journaux. Et chaque fois que les unes des journaux du Bénin viennent, j'étais obligé de simuler un appel de fuir de la salle. Parce que les questions qui venaient des confrères des autres pays m'assommaient de toutes les parts. Et je n'avais plus de réponse. Comment ça? Mais parce que les gens me demandent, c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça le journalisme? Alors, quand vous regardez, je commence par la presse écrite que je connais bien, c'est que sur peut-être 10 journaux, vous avez peut-être 8. Je fais allusion à une sorte de pourcentage, peut-être 80% produisent presque les mêmes sujets, écrivent sur les mêmes sujets, produisent presque les mêmes titres sur les mêmes sujets. Alors, quand vous avez ça, vous devez vous poser la question, pourquoi brutalement ça devient comme ça? Pourquoi cette symphonie? Pourquoi tout le monde s'entend pour dire les mêmes choses? Alors quand vous fouillez très bien, vous constatez que aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois ici, que les gens préfèrent ne plus faire du journalisme pour éviter d'avoir des problèmes. Les gens préfèrent satisfaire les intérêts des hommes forts du moment, les intérêts des gens du pouvoir. Et certains ont des contrats qui les lient et qui leur demandent de ne rien faire d'autre que ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que le monsieur est là, bras croisés, et il attend qu'on lui envoie les matières sur lesquelles il va produire de l'information. Cette plainte-là, on l'a eue les premières années de la gouvernance, 4 ans après. Est-ce une plainte qui reste d'actualité? Les confrères se retrouvent-ils toujours dans ce cadre? Elle reste d'actualité, elle reste tout entière. Et je dis tout entière et reste d'actualité. Rien n'a changé. Et donc, quand vous regardez ça, vous voyez aujourd'hui que les gens sont obligés. Je dis obligés parce que je discute avec certains confrères et je les interpelle sur c'est bon rôle, et qui me disent que on est obligé de faire ça pour avoir quelque chose. On doit survivre. Il n'y a pas autre chose ailleurs en dehors de ça. Et donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il y a une sorte d'autocensure dans le pays. C'est-à-dire, même si on ne leur demande pas certaines choses, ils sont obligés de faire pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes n'osent même
plus dire des choses qui ne sont plus favorables au régime, même s'ils ne reçoivent pas de consignes. Parce qu'ils ont vu, dans 1, 2, 3 cas, ce qui arrive aux journaux ou aux journalistes qui osent dire autre chose que ce que le pouvoir veut qu'ils disent. Et donc, ils se sont rangés en disant « je ne veux pas avoir de problème avec ce régime ». C'est ce que j'appelle le recours systématique à l'autocensure. Il y a certains confrères qui n'ont même pas le courage de recevoir sur les plateaux ou bien de faire une interview à quelqu'un dont on sait que les points de vue qu'il tiendra ne seront pas favorables au régime. Ils n'attendent même pas qu'on leur envoie ou bien qu'on leur donne de consignes par rapport à ça. Ils se mettent dans cette posture pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc, quand vous voyez tout ça, le visage que la presse présente aujourd'hui est un visage d'une corporation qui est en train de disparaître. Tout à l'heure, avant de venir ici... En train de disparaître, vous dites? Oui, une corporation qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître. La presse béninoise? Oui, malheureusement, il faut qu'on ait le courage. C'est pourquoi je disais au début que si vous souffrez d'une maladie et vous ne le dites pas, c'est cette maladie qui va vous dire. Je dis que c'est une corporation qui est en train de disparaître. Et tout a été organisé parce que le premier levier auquel le pouvoir a touché, c'est le levier financier. On a fait tout pour couper tous les vannes de financement dont la presse bénéficiait. Et quand on vous rend financièrement vulnérable, vous serez obligé de vous agenouiller et de subir. Et c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, le premier chantier du gouvernement, quand ce gouvernement s'est installé, c'est de voir à peu près ce qui fait que dans la presse, les gens pouvaient gagner de l'argent et de les fermer. Et quand on a fini de faire ça, on a ouvert une autre vanne, un autre guichet, si je peux utiliser ce terme, qui est le fameux contrat que la direction de la communication fait avec les journaux, et qui est un contrat avec des montants dérisoires. Et il n'a que ça. Et vous avez ce chose-là, et on vous demande de ne rien faire qui puisse déranger le régime. Et donc, on en est là aujourd'hui. Il faut qu'on ait le courage de dire ces choses. Le tableau est sombre. Quand vous arrêtez, on en est là aujourd'hui encore. Je reviendrai sur le mot que vous avez évoqué tout à l'heure, que vous revenez de quelque part. On sera curieux de savoir. Oui, quand je viens à Mitonou, vous avez parlé des causes cachées des effets que l'on observe aujourd'hui. Oui, c'est entre autres causes qu'il vient donc d'énumérer. Lorsque vous êtes un organe ou une entreprise de presse et que vous n'avez pas les moyens financiers pour éditer ou produire, eh bien vous ne pouvez donc que vous tourner vers celui qui vous offre le peu de moyens. Vous vous rappelez les déboires du journal La Nouvelle Tribune, dont Marcel aussi est une émanation, Vincent Folly, on ne le dira jamais assez, il est passé sur ce plateau, il a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui ce journal n'est plus en version papier disponible pour les lecteurs. Alors, Joël Etondi, vous parliez donc de journalistes qui applaudissent par conséquent ce qui se passe, et Reporters sans frontières devait aussi en tenir compte pour savoir que le visage de la presse béninoise n'est pas aussi malheureux. Alors, lorsque vous êtes journaliste, que vous applaudissez, est-ce que là, vous êtes vraiment dans votre rôle? Parce que c'est vous qui administrez les questions ici, mais vous permettez au moins que je vous demande ça. Est-ce qu'un journaliste est là, payé pour applaudir un acteur politique, pour applaudir une gouvernance? Des confrères. C'est des faits qui disent que c'est vrai. Si vous appelez cela confrères, si vous appelez rien ne cela sera jamais pas fait, mais qu'il y a qu'à reconnaître que tous ceux, et vous l'avez entendu plus d'une fois, tous ceux qui font leur travail très bien ne sont pas inquiétés. Et ceux qui sont inquiétés dans la profession sont ceux qui ne font pas bien leur travail. Et ils sont journalistes au-delà de tout. Quand je viens maintenant, on ne va pas le dénier. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo du président Patrice Talon qui disait que dans la société, il y a ceux qui vous applaudissent, il y a vos glossateurs, il y a vos laudateurs, mais ceux-là, ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien dans le crâne. C'est lui-même qui l'a dit. Et ceux qui véritablement font leur travail, qui ont des propositions à faire, sont des insoumis. Alors cela dit, si jusque-là, vous n'êtes pas inquiété, ça ne veut pas dire que vous applaudissiez. Vous avez une caricature dans la République. Cela dit, Joël Etondi, si vous vous retrouvez parmi ceux-là qui applaudissent les actions d'un politique et vous les appelez confrères, j'ai de la peine pour vous. Mais vous connaissant, je sais quand même dans quel bord vous vous situez. C'est pour dire simplement que le métier du journaliste n'est pas de faire plaisir à qui que ce soit, c'est d'informer sur le réel. Je crois que la dernière fois, sur une émission, vous avez interpellé, où le chef de l'État est sorti, et subitement, quelqu'un a dit 10 ans. Et puis, vous avez dit, oui, c'est normal que les gens... Le journaliste n'est pas là pour dire, oui, président, vous avez bien fait, vous avez mal fait. Il met l'accent sur ce qui reste à faire, ou ce qui a été
bien fait, mais qu'on aurait pu encore enjoliver d'une manière ou d'une autre. Alors c'est notre rôle et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et je continue de croire que la presse, contrairement à ce que Marcel voit, oui, la profession est en train de mourir. Il a dit, est en train de, ça veut dire qu'on peut encore le sauver. Donc, si peut-être qu'il était déjà dans le coma, on peut toutefois mettre les moyens qu'il faut pour le ressusciter. Le ressusciter ici, c'est permettre donc que les journalistes, puisque le Bénin en regorge suffisamment assez, que l'on puisse leur laisser le temps de faire leur travail et qu'on leur laisse également la main. Parce que oui, le directeur de la communication de la présidence, je me rappelle très bien, sur un plateau de la télévision, avait dit, nous envoyons donc des encadrés, mais on n'empêche pas les directeurs de publication de faire au moins la manchette ou si possible de proposer leur titre. C'est plutôt eux qui placardent simplement ce qui vient de la présidence de la République directement, comme article qu'ils basent sur dans la presse, et vous avez donc ça sur les réseaux sociaux à travers donc les unes. Je l'ai dit. Ça fait pitié. Les gens se demandent, mais pourquoi sur SICA vous faites la revue au plan national et pourtant vous ne relayez pas tout. Lorsque vous prenez, comme il a dit, un pourcentage imaginaire, 80% de journaux et qui ont les mêmes titres, le président adulé par l'UFMI, on a débloqué 15 millions. Et tout le monde a écrit ça. Est-ce que ça fait sérieux dans une revue de presse de mettre 5-6 journaux pour dire la même chose comme ça? C'est ridicule. Et c'est à ça aujourd'hui la presse renvoie, et des directeurs d'organes de presse qui ont été aux responsabilités dans ce pays, même proches du patronat ou même les présidents du patronat, leurs journaux écrivent ce genre de titres. Ou parfois tu lis un titre, tu te demandes si véritablement c'est un journal qui a écrit ça. Et tu appelles le directeur de publication qui a fait ça et dit, s'il te plaît mon cher ami, si ça peut te servir dans la revue, vas-y, dans le cas contraire, laisse. Je suis astreint à ça pour ne pas être redressé. Alors vous voyez, il y a comme une arme qui plane sur la tête de ces responsables d'organes de presse. Résultat, nous ne sommes plus aujourd'hui en train de faire de la communication, en train de faire donc du journalisme, mais beaucoup plus de la communication. Alors je crois que si c'est sur le plan communication que RSF devait faire son classement, le Bénin, à moins de me tromper, occuperait peut-être la première place. Occuperait peut-être la première place. Ok, les journalistes, donc, loin de leur profession, au regard des professionnels sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, RSF, en dehors des œuvres, publications des professionnels, est allé sur le quotidien, le suivi des organes. Et là-dessus, c'est un constat amer que Reporters sans frontières fait. Il y a encore des organes qui, à moins d'un an de la fin du mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina, des organes qui sont, quand je viens maintenant, je reste avec vous, toujours fermés. Je suis désolé, RSF, et appelle à l'ouverture expresse de ces organes. Cette position, comment vous l'appréciez? Non, mais si vous êtes reporter sans frontières, reporter, ça veut dire que vous êtes dans le cadre de la collecte de l'information, la collecte, le traitement et la diffusion donc, de l'information. Et donc, de ce point de vue, vous ne pouvez quand même pas applaudir un organe de presse qui constitue quand même un vecteur de ce travail-là. Je prends par exemple le cas de la Nouvelle Tribune que j'avais souvent du plaisir à lire sur ce plateau, mais depuis bientôt 2 ans, donc n'existe plus. Alors, ça fait de la peine. Et c'est un journal sérieux qui a travaillé et dépassé donc les frontières béninoises. La Nouvelle Tribune est lue à l'international en version papier et aujourd'hui en version électronique. Mais malheureusement, vous ne l'avez plus. Le directeur de publication de ce journal a fait tous les combats juridiques et administratifs qu'il faut. Mais vous ne l'avez pas aujourd'hui dans les kiosques. Ça fait mal. Soleil FM, ce n'est pas l'organe, la radio d'un acteur politique, tout simplement. Soleil FM, c'est un organe qui est ouvert à tous les courants politiques, à toutes les pensées de la République. Mais aujourd'hui, pas pour rien du tout, un renouvellement d'une convention, on ferme cet organe de presse. Alors figurez-vous, je l'ai dit, les arguments avancés par la HAC, d'accord, ça tenait. Mais je dis, à partir du moment où on peut avoir procuration, on peut obtenir procuration et voter des lois qui régissent la vie de la nation, je veux parler de l'Assemblée nationale où on donne procuration, je ne vois pas en quoi ça dérange la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, alors que le directeur qui représente aujourd'hui la personne morale de la radio est présente devant donc la HAC, ne puisse pas donc, au vu de la convention ou de procuration donc reçue du promoteur, renouveler donc une convention de radio. C'est suffisamment grave. Aujourd'hui, vous parlez donc de la vie des professionnels des médias. Ignace Ossou, ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Il a publié une information qui est vraie. Cependant, on a dit, est-ce qu'on a donné autorisation pour que cela soit diffusé?
C'est ce qui a valu donc l'emprisonnement de ce journaliste qui est au-delà donc de 100 jours à ce jour. Est-ce que vous trouvez cela normal dans une république démocratique où la presse constitue quand même un des pouvoirs? Je ne sais pas si on est premier, deuxième ou troisième. Ceux qui ont choisi de mettre en quatrième position, ça pourquoi ils l'ont fait. Mais de toutes les façons, quelle que soit la position, on constitue quand même un pouvoir. Est-ce qu'un pouvoir peut embrigader un autre pouvoir? Si c'est ça Machiavel disait, eh bien il a raison. Un pouvoir peut-il embrigader un autre? Oui, il y a un pouvoir qui est toujours plus fort qu'un autre. C'est la hiérarchie des nobles. Alors, Marcel Zoumenou, il y a un aspect sur lequel RSF a mis aussi l'accent, spécifiquement, Kodovi l'a évoqué tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, le non-renouvellement de conventions, et RSF a souligné à Soleil FM. Il souligne que c'est une aberration. Mais avec l'argumentaire de la HAC, est-ce qu'on devrait inscrire au registre de ce qu'on peut appeler plainte de RSF contre l'État béninois cette situation? Non, c'est vraiment une aberration. Parce ah bon? que, oui, c'est vraiment une aberration. Et en fait, pour être clair, c'est qu'en réalité, on a cherché, on a trouvé un mécanisme, un moyen un peu plus subtil pour fermer Soleil FM. Ça dit que si moi, je n'ai taillé aucun secret en disant que cette fermeture devait venir plus tôt. Et donc, mais dans un premier temps, on a dit non, si on fait comme ça, et ça sera trop flagrant. Vous aucun secret en disant ça? Oui. Ça devait venir plus tôt. Comment ça? Oui, ça devait venir plus tôt. Bon, on est dans la corporation. On est dans le pays, on a quand même des informations. Et donc, mais on a réfléchi, on dit, bon, si on fait comme ça, c'est trop flagrant. Trouvons un moyen un peu plus subtil. Et donc, voilà. Et bon, on a vu ça et on a dit, bon, il faut sauter sur ça. Et ils doivent renouveler leur convention bientôt. Attendons-le et demandons quelque chose qui ne peut pas satisfaire. Et quelque chose qui, en réalité, ne devait pas exister. Parce qu'on demandait simplement que le promoteur de la radio puisse venir signer les conventions. Dans tous les documents administratifs qui existent au monde, il y a possibilité de déléguer son pouvoir à quelqu'un. Et la preuve, quand je viens parler de procuration, où les députés, même quand ils ne sont pas là, ils peuvent permettre à d'autres de voter à leur place. Et donc, mais on dit dans son cas, lui, non, on ne veut jamais que ce soit quelqu'un de ce qui signe à ça. Il faut que l'intéressé lui-même vienne aussi. Et on sait que ces conditions ne peuvent pas être remplies. Et donc, c'est une réflexion qui a été menée pour faire ça. Et donc, on dit, bon, s'il ne vient pas, alors, on ne signe pas. Et donc, c'est ça. Mais tout ça, c'est dans un projet global. Un projet global d'anéantissement de la presse. En réalité, ce que les gens souhaitent avoir, c'est des instruments à leur service, des instruments de communication. Vous cette information d'où? Parce que vous dites que c'est un projet global. Le projet existe où? Non, sur le mérite, un projet pour anéantir toute voix qui dit autre chose que ce que le gouvernement veut qu'on dise. C'est aussi simple que ça. Non, mais mais on est quand même dans le pays et nous avons aussi des gens qui nous parlent, même dans le système. Et donc, on nous parle parce que moi, je peux vous dire que chaque fois, les mêmes phrases me reviennent. Il faut faire attention, Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que moi, je fais de mal? Je ne fais que dire, quand c'est bon, je le dis. Quand on me pose des questions sur les infrastructures, je dis c'est bon. Mais quand on me pose des questions sur certains, je dis ça c'est mauvais. Et je n'ai pas appris à faire autre chose que ça. Moi, je ne sais pas dire autre chose que ce qui est réel. Et donc, nous savons qu'il y a un projet qui travaille pour ça et qui est en marche. Et nous voyons déjà les effets. Nouvelle tribune, Soleil. Je crois, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, je blaguais en disant qu'il y a tout un tas de réflexions qui se mènent autour de ces cas aujourd'hui aussi, pour voir dans quelle mesure il faut les empêcher de parler. Je ne sais pas si c'est à vous ou bien au directeur qui l'a dit en blaguant. Puisque nous, on apprend les choses, on est dans le pays. Et donc, c'est ça le projet. Et donc, tous les journalistes aussi qui osent bomber les tosses pour dire nous voulons rester indépendants, soit on fait tout pour les empêcher de vivre, pour les amener à venir s'agenouiller. Ou bien on essaie de voir comment on peut carrément les empêcher de faire le métier. Et donc, moi,
j'ai compris cela, mais je souhaite que le gouvernement comprenne qu'il ne gagne rien à faire ça. C'est vrai que le discours que nous tenons pour dire les classements du RSF, je ne sais pas si au sein du pouvoir les gens sont sensibles à ces choses. Parce que vous avez vu que ces 2 ou 3 dernières années, le classement a commencé par dégringoler. Si les gens étaient sensibles à ces gens du discours, liberté de presse, ils ne devaient pas faire ce qu'ils ont fait tout récemment. Et je parle du cas de Ignace Sossou. J'étais un journaliste en prison de cette manière, 18 mois de prison ferme, pour avoir juste relayé des propos qu'il a entendus. Et quand vous lisez dans les documents du RSF, c'est revenu 2 ou 3 fois déjà, c'est pour la première fois en Afrique. Ouais. Ça, c'est Arnaud Froger, représentant Afrique de RSF, qui l'a dit dans cette conférence. C'est pour la première fois en Afrique qu'un journaliste est arrêté, mis en prison pour avoir relayé des propos qu'il a entendus. Parce que c'est le b.a.-ba de notre métier. Écouter, rendre, voir et rapporter. Et si on ne peut plus faire ça, c'est comme on nous dit, ne faites plus du journalisme. C'est pourquoi il vous dit que les gens préfèrent des gens qui font de la communication que des gens qui font du journalisme. C'est-à-dire, c'est des gens qui croisent les bras, qui attendent pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, et on leur dit dites ceci, écrivez ceci. Que des gens qui prennent l'initiative eux-mêmes de produire des articles de façon indépendante. Ceci est arrivé pour parler du cas que vous évoquez, le cas Ignace Sossou, suite au vote à l'adoption d'un test de loi. C'était en avril 2018, le code du numérique. Et là-dessus, RSF croit savoir qu'il faut revoir ces dispositions qui, pour l'institution, sont plus liberticides que tout autre. Récemment, vous avez suivi le ministre en charge de ce département qui a apporté un élément de réponse. L'État n'aurait rien inventé et c'est pour protéger même le citoyen que ces tests ont été adoptés. Il est question pour le citoyen d'essayer de s'adapter aux normes pour que tout le monde puisse vivre en société. Une citation qui accompagne tout ceci. Qui peut accepter qu'on vienne le salir pour l'acte qu'il n'a pas posé? On en est là. Il faut quand même couper la poire en deux. En définitive, on fait quoi? Est-ce que vous avez l'impression que ce que Ignace Sossou a relayé, par exemple, n'a pas été dit par quelqu'un? C'est là. Donc, de façon conjoncturelle, on règle les problèmes. Ce que vous avez cité, rapportant les propos du ministre de ce département, ce n'est que circonstanciel. Il l'a dit juste à une occasion aussi pour se faire plaisir. Et c'est parce que c'est beau. C'est pour se faire plaisir. C'est parce que c'est beau que vous l'avez relayé sans être inquiété également. Alors, mais s'il disait autre chose et que vous le rapportez exactement comme ça, circulant sur les réseaux sociaux, peut-être que vous vivrez la même chose que Ignace Sossou. C'est exactement ce que Marcel est en train de dire, pour ne pas le répéter. On travaille à ce que tout le monde se mette au pas, un peu comme ce qui est fait au niveau des acteurs politiques, ou si vous êtes opposant, soit vous êtes en prison, vous êtes en exil, eh bien, on vous met également au pas au niveau de l'information. Donc, vous donnez ce qui est beau dans la République et personne ne vous inquiète, ou vous dites ce qu'on ne veut pas entendre, même si c'est beau, et puis bon, on vous met là où vous devez être. Vous savez, aujourd'hui, sur la toile, ça circule assez, il y a tellement d'informations. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a comme l'impression qu'on est déjà à la veille des élections communales, même si c'est prêt, mais ce n'est pas déjà la veille, on est en pleine dans la campagne. Vous lisez un peu la presse, vous vous demandez qui a déjà donné le top de la communication pour que ça se passe comme ça. Mais vous serez certains organes de presse d'un certain bord que déjà la haute autorité de l'audiovisuel de la communication vous aurait convoqué. Et allez demander donc au directeur de publication de Point Média ce que ça veut dire être interpellé au niveau de la HAC ou même de la dépêche. Vous comprendrez bien de quoi je parle. Alors c'est dit simplement que ce code, je ne sais pas en quoi alors le délit, la dépénalisation pour délit de presse, je ne sais pas véritablement à quoi ça sert aujourd'hui face donc à la loi sur le numérique. Parce qu'en réalité, on doit pouvoir séparer le journaliste des web activistes ou des acteurs des réseaux sociaux. Le journaliste, exactement, il va à la collecte de l'information. C'est ce qu'il a entendu qu'il rapporte exactement, avec fidélité. Et il y a un code de déontologie que nous suivons également dans la profession. Donc, de ce point de vue, mélanger tout le monde, moi, ça me pose problème. Et si ce ministre, que dont vous avez rapporté fidèlement les propos, devrait se mirer lui-même
au regard donc de ce que c'est que la presse aujourd'hui, dans son vrai visage, et se réclamer fier d'être dans un État démocratique, parce que, rappelez-vous, la presse fait partie aussi des baromètres de la bonne santé d'une démocratie dans un État. Alors, si lui, il est fier par rapport à l'état de santé de sa presse aujourd'hui, et moi, par contre, je suis malade. Vous êtes malade cause du numérique parce qu'on est à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les nouveaux médias. C'est un fait, il faut faire avec. Mais RSF souligne que si c'est vrai qu'il faut réguler tout ceci, pour autant, on ne saurait admettre que blogueurs et journalistes se retrouvent en prison juste pour avoir fait ce qu'ils doivent faire. Urgence pour l'État béninois de revoir les tests. Marcel Zoumenou, le Parlement, une fois encore appelé, quand on parle de revisiter les tests de loi parlant du code numérique, les professionnels des médias peuvent-ils saisir cette pêche et espérer que quelque chose se fasse? Et l'ODEM, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Moi, d'abord, je voudrais parler aux professionnels des médias. C'est très important pour eux de lire ces tests. C'est vrai que c'est le code de l'information est volumineux, mais je les invite à lire parce que de plus en plus aujourd'hui, c'est ça qu'on nous oppose, c'est ça qu'on oppose aux journalistes qui ont des démêlés judiciaires ces derniers temps-ci. C'est beaucoup plus le code de l'information du numérique que le code de l'information, alors que ça ne devait pas être le cas. Alors je les invite à lire parce que si on doit vous opposer une loi, devant les juridictions, il faut que vous puissiez lire, comprendre. Ça, ce travail, les confrères ne le font pas et moi, je les invite à faire. Ensuite, je crois qu'au niveau de l'ODEM, il y a un projet où on est en train de sensibiliser les confrères sur le livre 6 du Code. C'est le livre qui parle des sanctions. Et donc, après cela, je crois dans le cadre du projet qu'on est en train d'initier, il y aura un plaidoyer pour demander la correction ou bien la deuxième lecture de cette loi. Parce que il est inadmissible qu'après tout ce combat que les organisations fêtières ont fait pendant des années, pour qu'on arrive à dire on ne peut plus mettre un journaliste en prison. C'est ce que Koyovi disait, on parlait de dépénalisation des délits de presse ou les peines privatives de liberté qui sont supprimées. Mais aujourd'hui, on a réglé le problème par le code de l'information, mais pas le code du numérique. On essaie de revenir sur ce qu'on a lutté pour éviter. Parce qu'en réalité, vous savez que tous les médias aujourd'hui sont sur des supports numériques. Que ce soit les télévisions qui ont des sites, même ce que vous faites à Sika aujourd'hui, que ce soit les journaux, que ce soit les radios. Et donc, si ce n'est que ça, ça veut dire que tous les journalistes ont cette épée de Damoclès, parce que quand vous écrivez même un article dans un journal, vous avez peut-être un site, ça peut se retrouver sur le site, on va vous appliquer le code numérique. Vous faites une émission qui se retrouve en support numérique, par exemple, on va vous appliquer le code du numérique, et ainsi de suite. Et donc, il faut que nous puissions travailler, et je crois que ce combat doit être le combat de tous les journalistes, pour que ce qu'on a gagné après des années de lutte, on puisse quand même, c'est un acquis ça, c'est ce que les syndicalistes appellent acquis, qu'on puisse nous le respecter, qu'on puisse nous l'appliquer. C'est qu'on a dit, on a fait des combats pour qu'on ne mette plus des journalistes en prison pour un délit de presse. Mais aujourd'hui, on nous traite comme des cybercriminels, et puis c'est ça. Donc moi, je crois qu'il y a un travail à faire, un travail d'organisation à notre niveau, mais un travail de plaidoyer à faire pour que on puisse revoir ce code-là, ce code du numérique, qui est à la base de tous les malheurs que les confrères vivent actuellement. Alors, quand je viens maintenant, pour le secrétaire général de l'ODEM, il urge qu'au niveau des professionnels des médias, le travail se fasse et déjà il s'engage à apporter l'éclairage qu'il faut au niveau de certaines dispositions, dont les sanctions qui sont contenues au niveau de ce nouveau test de loi, mais au-delà, une mobilisation pour que le combat mené jusqu'à présent ne soit pas à peine perdu, dit-il. Mais voyez-vous les professionnels eux-mêmes vraiment prêts à se donner la main pour que ce qui était hier un acquis et qui semble ne plus l'être aujourd'hui redevienne un acquis?
Non, n'attendez pas que tout le monde se mette à la tâche à partir du moment où nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Vous avez évoqué tout à l'heure des confrères journalistes qui applaudissent quand même ce qui se fait, donc pas le politique. De ce point de vue, lorsque vous allez demander que cela se joigne à vous, alors qu'on sait très bien que c'est des images qui peuvent circuler, ils vont dire attention, donc je ne veux pas qu'on voit ma tête dans cette organisation pour que demain, non seulement on fasse redressement pour mon organe, qu'on me coupe le contrat ou à défaut qu'on me mette en prison. Donc de ce point de vue, tout le monde ne sera pas à la tâche. Rappelez-vous, quand Sika a été fermé par les autorités par le passé, avant qu'un procès soit intenté et gagné à la suite, il y avait eu des actions que l'UPMB avait menées. Vous parlez de Idéal Production. Voilà, dans le temps. Donc il y a eu des actions que l'UPMB avait menées. On devrait quand même rencontrer les responsables de la HAC à travers un sit-in. Vous vous rappelez, ça a été interdit. Et donc de ce point de vue, aujourd'hui, une mobilisation, ce serait donc, comme Marcel l'a dit, des plaidoyers à l'endroit peut-être de ces élus qui bénéficient quand même de la communication. Parce qu'après tout, s'ils ont envie de se faire connaître, envie de râler la foule, d'haranguer la population, ils passent toujours par les médias. Mais s'ils n'entretiennent pas un bon rapport avec ces médias, s'ils ne participent pas à leur survie, alors comment pourront-ils donc véritablement s'en servir plus tard? Donc c'est là aussi, ils doivent savoir que faire du mal donc à la presse, ce n'est pas forcément aux journalistes. Aujourd'hui, le soleil est fermé, les journalistes sont laissés pour compte, ils sont à leur propre sort, c'est bien, mais demain, ils auront besoin de ce soleil FM pour faire d'autres actions, ils ne seront plus là au rendez-vous. Donc c'est le lieu pour chacun de dire, attention, je ferai mal peut-être aux journalistes, animateurs qui est là, mais cet organe me servirait beaucoup plus mieux dans le futur. Donc de ce point de vue, je crois que le candidat Patrice Talon aussi, aujourd'hui président de la République, doit revoir également son projet de société, parce qu'il y a un pan qui disait qu'il préfère une presse qui dérape à une presse emprisonnée ou embrigadée. Je ne sais pas si j'ai été fidèle dans le rappel, oui. Mais j'aurais bien voulu qu'il revoie quand même ce point essentiel de son discours, de son message ou de ses souhaits pour la nation, pour savoir que ceux qui sont animateurs de ces organes de presse ne sont pas des ennemis. La preuve, nous faisons des débats constructifs et chaque jour, peut-être que vous finissez votre émission, le lendemain, vous voyez que soit on ne vous répond pas médias interposés ou quelque chose est corrigé dans la République. Ça veut dire que le chef n'est pas censé tout savoir ou être au parfum de tout à la fois. Peut-être que les gens lui font des rapports tronqués, mais en faisant donc un recoupement à travers donc les informations bien traitées et bien rendues, il pourra réaliser effectivement que sans pouvoir faire le tour du pays, eh bien, il sait au moins ce qui se passe dans les tréfonds de la nation. Par conséquent, entretenir la presse, ce n'est pas une faveur, c'est plutôt un devoir, ou si possible, une obligation si vous voulez. Dans la situation qui est celle de la presse béninoise aujourd'hui, elle n'a pas été mise au banc des accusés directement, mais on n'a pas manqué de la citer non plus. Il s'agit de la HAC. Avant cette émission, nous avons appris qu'il devrait y avoir une rencontre avec des professionnels, des structures fêtières. Marcel, sans vouloir trahir des secrets, quelle est la bonne nouvelle finalement pour la presse béninoise pour les jours, les mois à venir? Non, est-ce que disent que c'est une bonne nouvelle, c'est juste... Ne dites surtout pas que c'est pour déshabiller davantage la presse. Non, c'est juste, ça fait partie des décisions que la RAC a l'habitude de prendre à l'approche des élections. Donc, c'est juste pour réglementer, c'est une décision pour réglementer la communication en période électorale. C'est rien de nouveau, c'est ce qui se passe d'habitude. Okay. Et après cela, il y a eu remise de cartes de presse de façon symbolique à certains confrères. Et donc, c'est juste ça, il n'y a rien de nouveau. Ok, la campagne se fera comment? Elle en a dit quelque chose? Oui, la campagne se fera. Pourquoi vous hésitez beaucoup là ce matin? Ok, on comprend, on ne force pas trop. Alors, l'avenir de la corporation pour le professionnel et pour le secrétaire général de l'ODEM, dans les mains de qui en définitive? L'avenir de la corporation se trouve dans les mains des professionnels eux-mêmes. Des professionnels eux-mêmes. C'est ce que vous avez dit en première position. Oui, je crois que quand vous recevez des cours de toutes parts, il faut vous organiser. Soyez un. Mais c'est malheureusement ce qu'on n'arrive pas à avoir aujourd'hui dans la presse. Si nous arrivons à travailler ensemble, à être unis, vous pouvez résister aux assauts d'un pouvoir qui veut vous détruire. Parce que moi j'ai compris que l'objectif c'est de détruire
la presse et de la faire remplacer par un groupe d'individus dont le seul objectif est de servir un pouvoir. Ça, ce n'est plus la presse. Et donc, si malheureusement, ceux qui pensent que nous devrons travailler à avoir une presse respectable, nous ne sommes pas nombreux. Je pense qu'on peut quand même se mettre ensemble, travailler à rallier d'autres confrères à notre cause et pour tenir un peu, résister. Je crois que c'est le minimum qu'on peut faire aujourd'hui. Sinon, comme je le disais, j'ai l'impression que le métier est en train de disparaître. Le métier est en train de disparaître, oui, comme une espèce rare. L'avenir de la presse, pour votre vis-à-vis, c'est aux mains des professionnels eux-mêmes. Oui, en effet. Mais avant de venir à cette préoccupation, je vais rebondir un peu sur cette rencontre que la HAC aurait initiée dans la journée de ce 22 avril avec les professionnels des médias, sans évoquer le 3 mai, qui marque donc la célébration de la liberté de presse. Avec ce rapport de RSF qui est sorti, la haute autorité devrait quand même se pencher sur cette question-là, parce que Marcel représente, au-delà donc d'avoir été mandaté, il est quand même d'une structure fêtière, l'ODEM, l'Observatoire de déontologie de l'éthique dans les médias. Il doit pouvoir l'interpeller sur la question, et on serait quand même fier de dire que Marcel nous rapporte par exemple que là-bas, le président de la HAC, ou du moins les responsables mandatés pour les recevoir ce matin, les aurait interpellés sur le classement des RSF, ce qu'ils font au niveau donc de respect de déontologie. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je trouve que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Voilà, je trouve que c'est regrettable. C'est quand même un fait majeur parce que la HAC est là pour la régulation de l'information. Je ne maîtrise pas l'agenda de la HAC. C'est malheureux qu'aujourd'hui nous soyons donc à parler de la régulation de l'information par ces temps de campagne et que la HAC ne puisse pas interpeller l'ODEM sur les questions d'éthique et de respect de la déontologie. Je trouve que c'est suffisamment grave à cette rencontre que ça n'a pas été évoqué. Et quand c'est comme ça, on se met donc en coulisses pour pouvoir taper donc les organes de presse qui vont peut-être déraper par cette temps de campagne, c'est encore dommage. Et le classement 2021 présage de ce que, effectivement, on n'est pas parti pour remonter la pente. C'est malheureux. Vous parlez donc de l'avenir de la presse. Oui, ça dépend entièrement des journalistes qui animent les organes de presse. Il ne revient donc pas à un politique d'apporter les solutions pour un mieux-être pour la presse. Non. Ils travaillent beaucoup plus à effectivement obtenir ceux-là à travers donc leurs organes qui pourront donc l'encenser tous les matins. Un président qui va se lever et lit donc la presse dans son intégralité, les radios, les télévisions, y compris la presse écrite et même la presse en ligne aujourd'hui. Le président, bravo, vous avez bien fait, il sera content. Donc, de ce point de vue, n'attendez pas que ce soit le politique qui nous apporte la solution. C'est au moins donc des professionnels des médias qui doivent travailler pour leur bien-être. Vous avez conclu ? Je dirais simplement que je suis endeuillé par ce classement-là. Et je pense que le 3 mai devait être une journée de réflexion et peut-être de lever des deuils. Merci bien. Oui, Marcel Zoumenou. Oui, de deuil, non, pas jusqu'à ce point. Non, mais je crois que, comme je le dis... C'est pour conclure. Oui, je reviens à ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on s'organise mieux. Parce que, comme l'a dit Koyovi, et je le répète, et si peut-être moi j'étais le chef d'État, qu'est-ce que je ferais? Puisque tous les matins, tous les journaux me mettent et parlent bien de moi, dans toutes les télévisions on parle bien de moi. Qu'est-ce que je ferais? Puisque la situation m'est favorable. Je tire profit de ça. Et donc c'est à nous de s'organiser, c'est à nous de savoir que nous avons une corporation que nous devons défendre. Merci à vous, Marcel Zoumenou. C'est entendu, chers professionnels, à nous de nous organiser et de défendre ce qui nous revient de mieux, notre citadelle. Merci également à vous, Kodjovia Metono. Merci au réalisateur Justin Rissou, chers téléspectateurs. Un grand merci pour vous. Sans vous, nous n'avons pas de raison d'être. Je fausse compagnie sur ces citations de l'écrivain philosophe Jean-Paul Sartre. La liberté, dit-il, n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais le droit de faire ce que l'on doit. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.